Mais nous sommes ici dans un Cotonou contingenté, nous développerons cette soirée, cette nuit des idées en faisant dialoguer création artistique, recherche en anthropologie, en histoire de l'art, en sciences humaines et sociales, dans ce souci du dialogue, de l'échange et du partage. Merci, bienvenue et très belle nuit des idées 2021 sous cette paillote de l'Institut français du Bénin. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'Institut français du Bénin à Cotonou pour cette nuit des idées édition 2020-21 déjà. Nous saluons également l'Institut français de Parakou qui nous suit à l'aide d'un Facebook Live et nous saluons aussi toutes celles et tous ceux qui peuvent nous suivre là où ils sont de leur domicile à partir de ce Facebook Live. Une nuit des idées que l'Institut français Paris a mis sous le signe de la proximité, proche, être proche. Un thème qui s'est sans doute invité avec la situation sanitaire que nous avons connue en 2020 et que malheureusement nous continuons de connaître en ce début d'année 2021, où la proximité physique a parfois dû être remplacée par d'autres alternatives. À l'Institut français du Bénin, nous avons souhaité aborder cette proximité par la culture, par l'interculturalité, comme le disait Colline, dans cette circulation des esthétiques, des arts, de la culture, sur les trois rivages de l'Atlantique africain, européen et américain. Notre nuit des idées va s'articuler par des alternances entre des performances artistiques, et nous pouvons remercier les sœurs Teriba et James Germain de nous avoir séduits en cette première partie de soirée. Une alternance donc de performances artistiques avec des temps d'échange et de réflexion. Le premier va bientôt débuter pour nous faire entrer dans cette circulation artistique, culturelle, circulation géographique, spatiale, sur les trois rivages de l'Atlantique, mais aussi temporelle, dans ce voyage entre le patrimoine, la tradition, l'ancestralité, et puis la création contemporaine. Après ce premier temps d'échange, de débat, une deuxième expérience artistique autour de la musique, du rythme, des chants sacrés, un deuxième temps d'échange et une troisième performance chorégraphique qui nous amènera enfin à un dialogue, à un échange avec l'ensemble des artistes qui se seront produits ce soir. Voilà, nous allons donc, avec beaucoup de plaisir, vous conduire, peut-être pas au bout de la nuit, mais en tout cas au long de cette soirée. Et je vais donc appeler pour ce premier temps d'échange nos panélistes. Je remercie déjà les sœurs Teriba et James Germain de nous rejoindre et on peut les applaudir pour leur performance précédente. Je vais également appeler sur cette estrade Ousmane Aledji. Ousmane Aledji est expert culturel, le voici. Il est également conseiller auprès de la présidence de la République sur les questions culturelles et patrimoniales. Monsieur Aledji, bienvenue parmi nous. Monsieur Marcel Padet. Monsieur Padet est musicologue. Il a également travaillé sur les signes du Fa et il nous parlera de ses réflexions entre les aspects cultuels et culturels. Merci, Monsieur Padet. Et puis, bien sûr, nous avons nos deux panélistes qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre
à distance, depuis la France, Kadia Thal. Bonsoir Kadia. Kadia Thal est anthropologue, chercheur à l'IRD. Et Carlo Celius, merci Carlo d'être également avec nous. Il est chercheur également au CNRS et historien de l'art. Voilà, merci pour eux, pour vos applaudissements. Et nous sommes donc ravis d'entrer dans ce premier temps d'échange pour entrer dans cette circulation atlantique et actualisation artistique du sacré et de l'ancestralité. Kadia, je vais me tourner vers vous pour ouvrir cette séance. Nous nous intéressons à ces circulations esthétiques, mais aussi au rôle que joue le sacré dans le patrimoine culturel et artistique, notamment entre ces deux rives atlantiques qui se font face, africaine et américaine. Alors Kadia, vous êtes anthropologue. Est-ce que vous pouvez nous exposer votre point de vue sur les mythes, sur ces ancêtres fondateurs dans lesquels s'inscrit ce patrimoine immatériel que nous explorons ce soir? Merci à vous. Merci à Pauline et Gérald pour l'invitation à cette mise d'étudier sur les circulations et les proximités dans l'Atlantique Sud. Un petit coucou à Ousmane Aelji en lui disant que j'attends toujours mon mouton de la Tabaski. Ma courte intervention portera sur la célébration des ancêtres fondateurs du Commandant de Bahia. Il va s'agir ce soir non pas de reconsidérer la littérature anthropologique classique et contemporaine sur le mythe des ancêtres, mais de s'interroger sur le processus d'ancestralisation de certaines figures dans un monde qui, dans un même mouvement, est à la fois de plus en plus partagé grâce aux nouvelles techniques d'information et divisé en se redéployant dans une multiplicité des identités et des cultures. Le retour à des figures ancestrales participe de ces redéploiements identitaires, même si, nouveau paradoxe, ces figures tutélaires rassemblent tout autant qu'elles ne divisent, et cela bien au-delà de la sphère des agencements familiaux. Plus encore, il convient de souligner que les processus d'ancestralisation ne sont plus toujours précédés de rites mortuaires itinéraires. Au contraire, ils adviennent souvent à la suite de rites d'installation, d'abord tiraillés entre les pratiques de mémorisation, de commémoration et de patrimonialisation. Ainsi, le rite advient sans qu'il y ait eu nécessairement cérémonial mortuaire. C'est comme si le sens du rite était inversé. On identifie, fabrique un ancêtre, et ensuite on lui fabrique des sacrifices pour établir un lien généalogique avec lui, une marque d'identification à lui. De cette manière, l'ancestralité permet de circonscrire le territoire de pouvoir, généalogie, sacré, socio-économique, géographique, génétique, etc. Le Commandant de Bahia est un type de possession organisé en action, figurant ainsi une généalogie plurielle qui trouve leur ancrage en terre brésilienne grâce à l'action conjuguée des deux Africains, du christianisme de la contre-réforme, des entités autochtones amérindiennes et des personnages de l'époque coloniale brésilienne. Je pense aux marins catholiques de la prostituée de l'enfant. Ce culte de possession, souvent considéré comme un héritage africain, est né de la rencontre entre Européens, Africains, Amérindiens et des circulations dans l'Atlantique. À l'époque, c'est l'existence de rituels magico-religieux. Kadia, on ne vous entend plus. On vous a perdu. La technique peut nous aider pour retrouver la voix de Kadia Thal.
Ton micro est fermé, Fabien. Kadia, je pense, voilà, vous avez fermé le micro. Non? Le fermé. Ça y est. On vous a retrouvé, merci. Donc je reprends le temps d'anglais, petite construction, souvent considérée comme un héritage africain, est né de la rencontre entre Européens, Africains, Amérindiens et des circulations dans l'Atlantique. En effet, l'existence du rituel magico-religieux africain a été confirmée dans les articles de l'institution de Conseil, il existait une même anxiété, troublée de mélancolie, chez tous les membres de la colonie brésilienne, et ce, indépendamment de leur statut. Ainsi, dans les archives du procès de l'institution, on constate que parmi les délateurs d'esclaves africains devant des risseurs, ainsi que des sarcophages, il y avait également des propriétaires d'esclaves, panadéros, qui avaient eu recours à leur service en raison de maladies importantes diverses. Ainsi, la spiritualité du Congo était jusqu'à la fin du XIXe siècle étroitement liée à l'économie esclavagiste transatlantique. Rappelons par ailleurs que les esclaves, une fois affranchis, pouvaient acquérir des esclaves. C'était d'ailleurs pour eux un des rares moyens de outre que cela leur permettait de s'enrichir et d'acquérir des biens immobiliers dans la ville de Salvador, leur fournissait aussi un moyen de créer dans ces espaces de sociabilité entre gens du même statut socio-racial, commence par une messe et le rituel eucharistique central dans le christianisme de la contre-réforme. Et elle se clôture, après les sacrifices d'un taureau, par un repas communiel après les descentes des dieux africains dans le corps des adeptes. Dans le rituel de la fête Dieu, le corps du Christ transsubstantié dans l'hostie et le corps meurtrier du chasseur aux choses au dé évoquent tous deux l'impérieuse nécessité de la mort et du sacrifice oblatif dans la reproduction du corps social. La séquence narrative, en évoquant en ouverture le sacrifice christique et en clôture le corps du sacrificateur, indique le sens de l'histoire et fonde la généalogie qui relie les deux figures célébrées au Brésil. Ainsi, loin de pratiquer un syncrétisme de masques en établissant des correspondances entre saints catholiques et divinités africaines, le masque, s'il y a, ce que je crois, est au contraire là pour révéler les liens qui unissent les adeptes du candomblé à leurs ancêtres fondateurs. Je parle de Jésus-Christ et du roi de Kétou, dans la nation Kétou. Pour conclure, loin d'être un culte dévolu à une population exclusivement afro-brésilienne, il me semble que depuis le début de la rencontre, clients et adeptes du candomblé ou du protocole candomblé répondent à travers leur pratique rituelle au mythe de la fraternité raciale née durant la période abolitionniste, c'est-à-dire entre 1850, qui était l'interdiction par les pays européens, et 1888, qui est la date de la fin de l'esclavage au Brésil. Et ce mythe auquel Gilberto Freire donna ses lettres de noblesse, et pour lequel les gens considèrent qu'au Brésil, il n'y a pas de racisme. Je vais m'arrêter là, en laissant la place à Carlos Cellus, qui, à travers les desserts rituels, montrera aussi dans ces desserts rituels du vaudou haïtien les connexions et la présence du catholicisme dans ces desserts. Merci beaucoup, Kadia. Merci pour cette introduction, et on peut l'applaudir. Merci à ceux qui ont ouvert le banc. Merci à cette introduction aux rites ancestraux et à leur circulation
entre ces rives de l'Atlantique, européenne, africaine et américaine. Et je ne doute pas que cette introduction a suscité de la curiosité et l'envie pour tout un chacun de poursuivre cette investigation. Alors, comme vous l'avez dit, nous allons poursuivre avec Carlos Elius. Nous laissons à nos amis les plus éloignés, même s'ils sont proches de nous par la technologie, le soin d'ouvrir cet échange. Carlo, nous allons revenir sur un des fils conducteurs de cette soirée, les arts, la musique, mais pas que, la culture. Nous avons eu le plaisir d'écouter les sœurs Teriba et James Germain avec des chants inspirés de cette tradition à laquelle nous faisons référence, des chants inspirés des rituels locaux, des rituels vaudous, africains ou haïtiens. Vous êtes, Carlo, spécialiste en histoire de l'art. Vous avez conduit des recherches sur les rituels vaudous en Haïti. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de pratiques artistiques inspirées du sacré? Merci beaucoup pour l'invitation. L'exemple que j'aimerais évoquer est celui des dessins rituels du vaudou haïtien et que l'on appelle des vévés. Hein. Je me focaliserai surtout sur l'invention de ces dessins, sur les conditions de leur genèse. Plusieurs auteurs ont parlé de leur origine. Et évidemment, sans surprise, plusieurs d'entre eux ont soutenu que ces dessins proviennent d'Afrique. D'autant que le mot vévé provient du fond et désigne chez les Alada de Porto Novo, selon Paul Azoulay, la farine de maïs assaisonnée d'huile de palme. Mais d'autres chercheurs et chercheuses soutiennent que ces dessins proviennent plutôt des premiers habitants de l'île d'Haïti. Ces auteurs se fondent sur la provenance continentale des peuples qui se sont établis dans les îles de la Caraïbe et ils évoquent pour appuyer leur thèse les pratiques graphiques de certains groupes d'Amérindiens comme les Boro-Boro du Brésil ou les dessins sur sable des Indiens d'Amérique du Nord. Cependant, l'affaire se complique parce que l'on observe que des signes et symboles de l'imagerie catholique et de la franc-maçonnerie, par exemple, entrent dans la composition de certains vévés ou encore des éléments graphiques qui pourraient venir de l'art musulman ainsi que des motifs décoratifs du XVIIIe siècle européen. La comparaison des vévés avec d'autres corpus graphiques existants ne permet pas finalement de conclure à un simple transfert d'une société à l'autre. De plus, la pratique de ces dessins rituels existe, ou bien des dessins rituels d'une manière générale, existe dans nombre de sociétés. Et on ne peut pas faire l'économie, effectivement, des éléments de différentes provenances qui entrent dans la constitution des vévés, enfin de certains vévés du vaudou haïtien. Donc, dans ces conditions, la thèse la plus plausible est celle d'une création sur place. C'est pourquoi je parle des conditions de leur genèse plutôt que de leur origine. Donc je parle de création sur place. Et toute création advient donc dans des conditions déterminées à partir de données existantes et répond à des préoccupations particulières. Mais à quand pourrait-on faire remonter cette création des vévés? À la période coloniale, c'est-à-dire 17e, 18e siècle, ou plutôt après l'indépendance du pays, officialisée le 1er janvier 1804. La deuxième possibilité, donc après l'indépendance, pourrait être avancée en s'appuyant sur l'idée selon laquelle jusqu'à 1860, c'est-à-dire jusqu'à la signature d'un concordat avec le Vatican et la restructuration du catholicisme dans le pays, le vaudou a pu se développer librement, se consolider, se structurer. Mais on ne peut écarter l'hypothèse d'une création antérieure pendant la période coloniale, d'autant plus que des aspects significatifs du vaudou, tels que nous le connaissons actuellement, sont déjà reconnaissables à travers des descriptions de l'époque. D'ailleurs, la pratique du dessin rituel est aussi attestée dans la colonie.
Mais je dois préciser que les descriptions dont j'ai eu connaissance pour l'instant, pour la période coloniale, évoquent des dessins plutôt élémentaires, des formes géométriques simples, peu élaborées en regard du corpus que nous connaissons aujourd'hui. Il est vrai aussi que la documentation dont je dispose pour l'instant sur ce point est plutôt mince. Néanmoins, ces informations sont d'une portée considérable, ne serait-ce que parce qu'elles confirment l'existence dans la colonie de la pratique du dessin rituel. Or, une telle pratique se comprend dans le cadre élargi d'un univers symbolique et d'une culture visuelle dans lesquels elle prend tout son sens. Tout groupe social, toute communauté a, constitue, développe une culture visuelle, car le groupe fonctionne à l'aide d'un réseau complexe de représentations, lesquelles sont souvent incarnées dans des images, des signes, des symboles, matérialisés de diverses manières sur des supports de toutes sortes. Cela signifie que les premiers habitants de l'île d'Haïti, les Africains qui y sont venus, ainsi que les Européens qui les y ont amenés, avaient leur propre culture visuelle. Que se passe-t-il dans ce genre de situation? Que se passe-t-il quand, portés par différents groupes sociaux, des cultures visuelles, ou même plutôt des bribes de cultures visuelles différentes se rencontrent, y compris dans le contexte particulier de la traite et de la colonisation esclavagiste? Une telle interrogation est loin d'être négligeable dans la mesure où une donnée décisive dans les relations entre humains, dans les relations entre peuples, dans les relations de pouvoir, dans les relations de domination et d'exploitation. Deux ou trois exemples à titre d'illustration. Les Africains soumis au régime colonial esclavagiste à Saint-Domingue se sont évertués à fabriquer des objets volumétriques, ou si vous voulez des sculptures, nécessaires au rituel de guérison. Eh bien, ces objets ont été systématiquement détruits par les colons. Par contre, lorsqu'on a constaté que des femmes africaines enceintes pratiquaient l'avortement pour ne pas mettre au monde de petits esclaves et perpétuer le système des colons pour les forcer à amener à terme leur grossesse, ont envisagé de leur faire porter des poupées de fécondité, comme c'était l'usage chez certains peuples d'Afrique. Ces deux exemples montrent à quel point les colons n'ont pas négligé le contrôle symbolique pour maintenir leur domination. Un autre exemple parlant. Si on détruisait les images que les esclaves avaient pris l'initiative de créer pour leur propre pratique, on leur en imposait d'autres, comme l'imagerie catholique par exemple. Mais quand ces esclaves s'approprient ces images, les investissent de sens propre, ils sont persécutés au motif qu'ils versent dans la superstition. On voit On le voit donc que non seulement il y a bien eu circulation d'éléments de culture visuelle d'Afrique dans la colonie de Saint-Domingue, mais l'existence d'une culture visuelle portée par les Africains explique qu'il y a eu conflit et confrontation des imaginaires au plan de leur incarnation visuelle dans le contexte colonial et de Saint-Domingue. C'est dans un tel contexte qu'apparaît, à mon sens, c'est mon hypothèse, le corpus des Vévés. Essayons de préciser davantage les choses. Le conflit au plan symbolique entre Africains et Européens dans la colonie a eu pour conséquence majeure de ne pas permettre le développement d'un art volumétrique, des sculptures. Mais si on pouvait détruire les sculptures, la destruction de dessins ne pouvait avoir les mêmes implications. De toute façon, il est bien difficile de détruire, disons définitivement, des dessins éphémères. Mais comment en est-on venu à cette solution de dessin éphémère? Elle vient, selon moi, de l'importance que revêtaient les signes et les symboles graphiques dans les systèmes de pensée et de communication de bon nombre de sociétés d'Afrique. Pensez par exemple aux gravures, décors, motifs ornementaux, aux planches de signes de sociétés initiatiques, aux signes des tables de divination, aux formes d'écriture ancienne que les auteurs appellent des scripts, aux tracés éphémères avec le doigt sur le sable, etc. Donc, un signe graphique peut être tracé, sculpté, incrusté, dessiné, gravé, scarifié, peint, tatoué, tissé, etc. Il se rencontre donc sur des supports divers, classés en trois catégories par Clémentine Faïd Nzu.
c'est-à-dire les trois catégories, le corps humain, les éléments de la nature, les produits de fabrication humaine. Certains de ces supports ont pris valeur de signes. Les œuvres volumétriques sont composées d'une combinaison de signes et fonctionnent aussi en tant que signes, soutiennent certains auteurs. L'importance des signes et symboles graphiques est telle que les mythes disent leur origine, les expliquent. Il y a même une conception africaine des symboles exprimés par les mots utilisés pour dire ces réalités. Les langues Ewe, Aja, Djen, Gen ou Fon, parlées dans l'Afrique de l'Ouest, utilisent le mot Fon pour désigner le symbole. Ces différents emplois font ressortir que le symbole est ce qui fait correspondre la réalité visible avec la réalité invisible. Qu'il est ce qui accorde l'homme avec son destin, le fait correspondre à sa propre personnalité et le rend libre, explique Saïd Enzo. Si les signes et symboles ne sont pas les mêmes partout en Afrique subsaharienne, ou n'étaient pas les mêmes partout en Afrique subsaharienne, s'ils ne revêtaient pas des significations identiques, stables, définitives, partagées et comprises par tous de la même façon, leur existence et leur mode d'utilisation, traduisant leur rôle fondamental, étaient à peu près équivalents chez différents peuples. C'est cela, à mon sens, qui a été déterminant dans l'invention des vévères. Le captif africain, arrivé dans l'espace colonial, ne se retrouve pas dans un univers. Il lui reste sa mémoire. J'appelle ça une mémoire iconique. Et ensuite son corps, l'une des trois catégories de supports de symboles graphiques que distingue Saïd Enzoui. C'est à travers ce support que les signes et symboles d'Afrique se sont directement introduits à Saint-Domingue et ont marqué la culture visuelle coloniale. Les témoignages abondent sur les corps scarifiés. Les colons identifient leurs esclaves à l'aide de motifs de scarification. Des esclaves se reconnaissent à travers des symboles scarifiés. C'est-à-dire que des pages de la grammaire des signes connus des Africains étaient ainsi en circulation. Certes, ils étaient portés par un support de corps dont la survie était extrêmement limitée. Néanmoins, ils pouvaient, en plus d'être signes de reconnaissance et d'identification, ils pouvaient jouer un rôle de réactivation de ce que j'appelle la mémoire iconique. Les potentialités de cette réactivation mémorielle se déploient dans le cadre d'un processus global de réélaboration culturelle. Le foyer principal de cette réélaboration était ce qu'on appelait les assemblées du maître, soit des réunions de nature diverses, qui étaient autant d'occasions de rencontres, d'échanges, de partage, de mise en commun. C'était des lieux, des moments où des traditions différentes pouvaient se confronter et s'interpréter, où on pouvait expérimenter la mise en commun. Il semble que... Excusez-moi sans vouloir vous interrompre, est-ce que vous pouvez arriver peut-être à une conclusion? Je suis en train de conclure. Parfait, merci. Il semble que c'est cette logique de mise en commun qui a présidé à la constitution du Panthéon vaudou et à la mise en place des rites. C'est sans doute la même dynamique qui est à l'œuvre dans l'élaboration des dessins rituels. La mémoire iconique est ici centrale. Elle facilite la reconnaissance par tous de l'importance des signes et symboles graphiques comme dispositif de communication avec les forces surnaturelles. Elle conditionne l'interprétation et l'appropriation des signes et symboles de provenance diverses en circulation dans la colonie. C'est dans ces conditions qu'on peut codifier des figures symboliques en relation avec les caractères reconnus aux différentes lois. Voilà, merci. Merci beaucoup, Carlo. Merci de nous avoir illustré ce lien entre tradition et création et son évolution dans l'histoire et donc cette circulation dans le temps. Donc merci à Kadia et Carlo d'avoir ouvert cette séance. Alors, je me tourne maintenant sur cette estrade vers Marcel Padet. Nous venons de voir comment
l'art est présent autour de ce patrimoine culturel. Vous êtes musicologue, vous avez conduit des réflexions sur les signes associés au fa en particulier. Donc, quelle analyse portez-vous sur ces liens entre culte et culture, et plus précisément sur ces liens qui s'établissent entre le sacré et la musique dans la tradition béninoise? Je vous remercie de me donner l'opportunité de parler un peu de ce petit travail que j'ai fait. Mais en fait, quand je pense au culte et quand je pense aussi au culturel, je me dis le lien qui se dégage des deux, c'est la pratique artistique sous toutes ses formes, à travers le chant, à travers les danses, à travers même les vêtements, à travers les créations textiles, tout ce qu'on peut porter pour célébrer le culte dans toutes ces dimensions. Et puisque nous sommes dans cette dynamique d'idées, le sacré se perpétue à travers le temps, se perpétue à travers les initiés, mais il y a aussi nos entités qui sont dans l'invisible, qui nous souffrent des choses, pour que la tradition continue à se perpétuer. Alors, effectivement, moi j'ai eu le plaisir, la chance aussi, l'idée de réfléchir sur les signes du Fa, parce que les signes du Fa, bien sûr, descendent c'est un héritage du patrimoine, je ne dis pas seulement du mémoire, mais aussi la diplomatie comme on a communauté ici, est un patrimoine mondial. Donc je me suis dit que la réflexion que j'ai menée dans ce sens permettrait effectivement de porter notre regard sur les pratiques musicales chez nous, et en même temps d'ouvrir des perspectives, puisque à travers cette étude, l'interprétation des signes du Fa, c'est-à-dire que j'ai étudié, j'ai imaginé musicalement quel discours pourrait se trouver derrière chaque signe du Fa. C'est que dans la famille du Fa, il y a 16 signes de base qui se combinent les uns à l'autre pour donner un ensemble de 256 signes. Donc moi je me suis simplement dit que dans les signes du Fa, il y a deux indices, les indices à un trait et puis un indice à deux traits. Et donc moi en tant que musicien, je me suis, disons, penché sur l'aspect théorique de la musique. Parce que je pense que c'est de la théorie que l'on arrive à la pratique. Ainsi donc, pour moi, théoriquement, chaque signe, chaque indice représente un intervalle de son. Et donc, si on considère les 16 signes de base, nous avons ce qu'on appelle en musique 16 pentaccordes, c'est-à-dire qu'il y a chaque groupe de sons composé de 5 sons. Et donc, quand on peut les jumeler 2 à 2, il y a un son, disons, qui va lier le premier signe au second signe, donc qui va nous donner finalement 9 sons. Donc, nous avons l'habitude d'écrire de la musique avec 7 sons. Mais on est arrivé dans cette réflexion qu'on peut maintenant avoir 2 sons de plus. Et ça, c'est le jeu, c'est un héritage, c'est quelque chose que nous avons trouvé dans le patrimoine, mais que l'imaginer a fait le reste, parce que je pense que notre monde a besoin de progrès, a besoin d'innovation. Donc je ne vais pas effectivement être assez long, on aura peut-être 2 occasions pour parler des signes du Fa, mais sachez que dans l'étude qui a été menée, c'est que les gammes géomantiques telles que ça a été intitulé vont nous permettre, disons, d'aborder de nouvelles chansons, de nouvelles musiques, de donner une nouvelle vie aussi à nos instruments de musique traditionnels qui sont pour la plupart figés et, disons, immobilisés dans une certaine gamme, alors que cette gamme géométrique permettra à ces instruments-là de porter un autre discours.
Disons, ce travail aussi peut avoir des incidences sur, disons, la fabrication d'outils d'instruments comme les synthés, parce qu'on pourrait imaginer des banques de sons dans lesquelles on pourrait introduire les gammes gémantiques pour faciliter, disons, le travail aux musiciens. Voilà, il y a aussi des aspects qui vont permettre aussi le développement du tourisme, de l'artisanat local. Donc, disons, derrière cette idée, il y a du travail, il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà quelques idées que je voulais partager avec vous sur les signes d'IFA. Merci. Merci beaucoup. Nous voilà donc immergés dans cet univers culturel, artistique. Et donc, je me tourne vers Monsieur Aledji et vous intervenez alors que notre débat est bien avancé. Et ce n'est pas pour rien puisque vous êtes un peu un trait d'union avec le deuxième échange que l'on aura tout à l'heure autour du patrimoine culturel immatériel. Je rappelle, vous êtes expert culturel, vous êtes également conseiller culturel auprès de la présidence de la République sur les questions culturelles et patrimoniales. Et ma question est double. D'abord, par rapport au créateur, quelle influence le sacré a-t-il sur votre travail de création? Et le deuxième volet de la question, c'est par rapport à l'institutionnel. Quelle est la politique du gouvernement sur la protection, la conservation, la valorisation du patrimoine immatériel, en particulier lié au sacré? Merci. Bonsoir, chers amis. Je voudrais saluer chère Kadia. Bonsoir. Bonsoir. Le mouton, on va le préparer pour le prochain Tabaski quand il t'en fait. Au moins 10, hein. D'accord. Alors, vous me permettrez de saluer Monsieur Marcellus aussi, mais de dire un mot parce que ça fait, la dernière fois j'ai pris la parole à l'Institut français, ça doit faire 25-27 ans. Ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent l'histoire, vous la racontez. Nous sommes d'autant plus ravis de vous accueillir ce soir. Donc, et puis je revois un lieu qui fait encore se rencontrer les gens, les esprits, les idées. Je félicite la directrice et l'ambassade de France pour cette initiative. Et naturellement, je suis ravi d'être convié à cette soirée. Alors, avant de revenir de répondre à votre question qui a à deux tiroirs, j'aimerais partager avec vous, je pense, une citation, j'espère rester fidèle, de André Gide, qui disait « Si riche et si belle que soit nos cultures, notre civilisation, nous avons enfin compris qu'elles ne sont pas les seules. L'on commence à percevoir des voix que l'on n'avait pas voulu écouter, à comprendre que n'est pas nécessairement muet ce qui diffère de nous, que ce qui diffère de nous, que n'est pas nécessairement muet que ce qui ne vient pas de nous, que ce qui diffère de nous, mieux que ce qui nous ressemble, nous unit. L'Atlantique, c'est ça, ce cheminement, Kadi a parlé du candomblé, la rencontre à la fois des Africains, mais aussi des autres mondes, Amérique, Europe, etc. Je pense que c'est tout cela, l'Atlantique. Nous, on a créé un spectacle, justement. Vous parliez de quelle place, parce que je suis effectivement metteur en scène, justement. La place du sacré dans les créations contemporaines d'aujourd'hui. Je ne parlerai pas du sacré, je parlerai du patrimoine, parce que le sacré revêt d'autres caractéristiques à mes yeux. Mais le sacré est dépositaire, j'allais dire, de savoir-faire, de patrimoine, de technicité, et de, j'allais dire, de culture, entre guillemets, marchand, pour ne pas dire de produits marchands. On va en arriver là. Mais justement, à Genève, on était invité à un festival. J'y étais avec
un spectacle, je pense que c'est homonyme, c'est un spectacle créé dans cette langue béninoise qu'on a présenté à Genève dans une salle. Il y avait dans la salle des Brésiliens justement, le spectacle était sous-titré, mais à la fin d'un spectacle qui ne faisait qu'une heure et quart, on est resté 2 heures à échanger avec les Brésiliens qui étaient là autour justement de la problématique du sort qui est fait aux enfants dans les communautés africaines. Mais ce qui les intéressait, c'était surtout les langues et les chants qu'on a fait d'une certaine façon transposer dans le spectacle et qui d'une certaine façon les interpellaient et ou leur parlaient. Et ça a été pour nous, les acteurs et moi-même, on va dire, une riche expérience. Tout ça pour dire quoi? Que l'ancrage de la création contemporaine, c'est ce qui relève justement du patrimoine, immatériel ou matériel. Pour quelqu'un comme moi qui a grandi à Ouida, nous avons grandi en dessinant justement sur les murs des couvents vaudous. On voyait qui, pour illustrer la férocité de telle divinité, laissait peindre les peintres justement, les têtes de lions, des figures de tigres ou de panthères ou même des aigles qui volent, etc. pour célébrer la férocité. Pour nous, c'était des dessins. Et jeunes enfants, déjà, on prenait du charbon, des crayons, on allait justement pour essayer de faire mieux que le peintre qui avait fait son dessin dans un autre esprit. Nous, on travaillait, on copiait juste la technique, on essayait juste de reproduire quelque chose. Et ce faisant, on devenait des faiseurs de quelque chose, des dessinateurs médiocres ou bons, mais on s'en inspirait pour faire. Ça fait que, moi, je crois que le foisonnement, ne serait-ce que ça, j'allais dire, de talent dans le secteur des arts plastiques au Bénin, moi, ne me surprend pas. Je trouve même que les collègues et les amis qui s'expriment justement dans ce registre-là ont encore de la matière inexplorée derrière. Et que justement tout Béninois, que nous soyons musulmans, comme c'est mon cas, on parlait de Tabaski justement, que nous soyons d'autres cultes catholiques, etc., que le patrimoine nous irrigue, on est irrigué par, j'allais dire, cette déferlante de culte qui, derrière, enfante, féconde les esprits, justement, féconde aussi, j'allais dire, la capacité à composer des morceaux, la capacité à danser, parce que, justement, le patrimoine vaudou, par exemple, quand vous rentrez dans le vaudou, c'est ce que disait le chef de l'État, le vaudou seul est dépositaire d'un riche patrimoine, j'allais dire, en termes de costumes. Déjà, il y a une multitude de vaudous, et chaque vaudou, avec son registre de costumes, son registre de musique, son registre, j'allais dire, de parures, qui sont des créations d'art, des créations contemporaines. Bref, je pense que le créateur prend ancrage de tout cela, des influences dont lui-même il est, j'allais dire, bénéficiaire, mais aussi, qu'on le veuille ou pas, des nourritures dont il est, j'allais dire, il s'est enrichi en grandissant au milieu de tout cela. Voilà l'ancrage, j'allais dire, du créateur. Pour moi, et je revendique ça, et je me trouve moi-même plus pertinent, plus intéressant à aller à la rencontre du monde, aller à la rencontre de l'autre, avec toutes ces singularités, la part une. Mais je pense que je comprends Fon, je comprends Nago, je comprends plus ou moins le Kotafon, le Mina, un peu le Haoussa, les langues de courant, j'en connais quelques-unes, etc., etc. Donc le créateur est riche de ça, et quand je veux projeter quelque chose, je projette le moi d'aujourd'hui, qui s'est nourri de tous ces, j'allais dire, de tous ces univers-là. Maintenant, sur le plan politique pur,
quelques minutes. Oui, en 2 minutes, ça va aller très vite, ça. Mais si j'avais préparé une communication, j'aurais pris 25-30 minutes et vous aurez fini. Non, on m'a parlé de causerie, donc on va causer. Bref, sur le plan politique et la politique publique, justement, je pense que tout le monde connaît un peu l'esprit du chef de l'État, le PAG. On a, par exemple, au lieu de parler de centre culturel, nous parlons d'arène culturelle. Arène qui renvoie à cette espèce d'authenticité de nos cultes traditionnels, vaudous, etc. Autre chose, il parlait justement de ce riche patrimoine que le vaudou nous a légué. Je parlais des parures, des chansons, des chants, des danses, etc. Et donc il y a j'allais dire un vaste programme justement pour que les créateurs, parce que ce qui d'une certaine façon aussi influence les créateurs, c'est la logique de marché. Le gouvernement, je parle pour le Bénin, mais je parlerai pour tout État, je pense, un État n'a pas vocation à être généreux. Un État responsable. Il n'investit pas de devoir parce qu'il attend de capitaliser des bénéfices derrière. Donc, tout comme les créateurs, c'est la logique de marché. Si l'État a le sentiment d'ouvrir des marchés nouveaux pour des créateurs qui veulent explorer ces marchés, inviter des publics et des spectateurs, donc c'est normal que justement on va vers ça. Et c'est pour conclure là-dessus, c'est autour de cela que s'articule, j'allais dire, la politique publique du Bénin aujourd'hui pour le développement culturel dans son ensemble. Merci infiniment pour ce témoignage personnel et institutionnel. Alors nos artistes sont là, nous les avons bien sûr entendus et ô combien appréciés tout à l'heure. Ils auront aussi l'occasion de pouvoir échanger en fin de soirée avec les autres artistes qui vont se produire durant la soirée. Le temps avance, donc peut-être en quelques minutes, vous, musiciens, artistes, qui faites vivre, qui actualisez à travers vos interprétations ce que vous créez, le patrimoine culturel ancestral. Peut-être que vous avez des remarques ou des questions à poser à nos 4 sachants, ou au contraire, peut-être que nos sachants ont envie de poser des questions à ceux qui portent ce patrimoine à travers leur art. Donc, est-ce qu'il y a des points de discussion entre nos panélistes? Peut-être laisser la parole à nos artistes, s'ils le veulent bien, pour interagir avec nos 4 autres panélistes. Bonsoir, moi c'est Tatiana de Kariba. J'ai vraiment suivi avec grand intérêt les 2 interventions de nos frères qui sont de l'autre côté et également de M. Ousmane et de M. Marcel. C'est vraiment très intéressant et très enrichissant de participer à un tel débat. Les questions, ça se suscite et c'est clair que tous les jours on s'en pose. Et c'est justement une réponse à ces questions qui nous amène à créer. Parce que nous avons envie de proposer des solutions, nous avons envie de répondre à des questions que nous nous posons, mais également des questions que les gens nous posent. C'est tout ça qui nous amène à créer des chansons, à mettre en rythme toutes ces idées qui nous traversent l'esprit. Et en écoutant les différents panélistes, j'ai vraiment envie de me poser une question. Alors, le vaudou pour le brésilien, le vaudou pour le béninois, le vaudou pour le haïtien, finalement, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la même chose? Est-ce qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on pourrait finalement en arriver à la conclusion que le vaudou, c'est vraiment la même chose pour tous? Merci pour cette question. Alors, est-ce que l'historien de l'art veut apporter une réponse? L'anthropologue ou parmi ceux qui sont à côté de moi, qui se lancent dans une proposition? Kadia, j'ai l'impression que vous avez envie. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le vaudou, que ce soit au Bénin ou au Brésil, répond aux questions
que les gens se posent. Donc, de cette manière, on peut dire que c'est équivalent. Mais en même temps, c'est différent. Mais je veux dire, le vaudou répond à des questions de santé, de sorcellerie, de persécution, etc., etc. Mais, je veux dire, les clients adeptes du vaudou cherchent la même chose, que ce soit au Bénin ou au Brésil. C'est un peu équivalent, mais c'est quand même différent. C'est ce que Tout à fait. Parce qu'il y a des influences très fortes et différentes. Merci. Bon, cela m'amène à poser la deuxième question parce que c'était un peu comme un premier palier. Alors si à ce moment-là, le vaudou est une réponse à tout ce que nous avons comme interrogation par rapport à la nature qui nous entoure et par rapport au divin, alors pourquoi est-ce que nous nous évertuons et nous donnons tant de mal à prouver que l'islam est différent du vaudou, à prouver que le christianisme est différent du vaudou et que les autres religions seraient carrément, comment je vais dire, serait vraiment une évolution du vaudou. Parce que finalement, je me demande si tout le monde ne devrait pas s'accorder autour de ce que nos ancêtres ont toujours défendu. Voilà. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un se lance dans une Je réponds. Je dis que le Bénin est un pays exemplaire jusqu'à présent. Et je tiens à le souligner que j'ai rencontré durant mes longues années de recherche de terrain que le Bénin est exemplaire dans le sens où si tout le monde cherche des solutions à ses problèmes, à ses maladies, à ses infortunes, il y a une grande tolérance jusqu'à présent au Bénin. Je n'ai travaillé qu'au Sud-Bénin, Bénin méridional, mais j'ai rencontré de nombreuses familles où un parent était adepte du vaudou, un autre était dans une église protestante, je pense à la région de Porto Novo, où était à chercher des solutions à ces problèmes dans des églises évangéliques protestantes qui sont assez dures dans d'autres pays, et que pour le moment, et c'est ça qui me... je trouve vraiment que le Bénin est exemplaire dans le sens où chacun trouve ses solutions sans dénigrer l'autre dans différents chemins religieux. Donc je veux dire que de ce côté-là, jusqu'à aujourd'hui, le Bénin est vraiment exemplaire de la coexistence de différents itinéraires religieux pour résoudre certains problèmes, et les problèmes que tout le monde a dans le monde entier, mais sans se décider ou avoir des actions violentes envers d'autres pratiques religieuses. Donc là, vraiment, je dis, c'est pareil. Et c'est une convivialité que j'espère qu'il durera. Merci beaucoup, Kadia. Donc, un environnement, une culture de tolérance, d'acceptation de l'autre. Je me tourne vers le porte-parole institutionnel, et ça sera peut-être le mot de la fin. Je pense que c'est un beau mot pour la fin. Un commentaire? Un mot pour la fin, non, je pense que je vais laisser la parole au doyen Palais. Merci. Bien renvoyé. Bon, disons que le vaudou même est pluriel. Parce que le vaudou n'est pas une seule entité. Il y a des vaudous, disons, qui sont dédiés à plusieurs types d'activités. Nous avons une infinité de vaudous. Enfin, on peut dresser la liste, mais ça ne s'arrête pas là. Donc, chaque vaudou vient avec son apport, vient avec sa richesse. Je pense que nous devons nous tourner vers ces richesses, parce que derrière un vaudou, il y a un arbre, il y a une plante, il y a un animal, et tout ça fait partie de l'univers, ça fait partie du monde. On a besoin de tout ça pour vivre. Merci. Mais juste une image
quand le pape Jean-Paul II est arrivé au Bénin ici à l'aéroport, c'est les dignitaires du culte vaudou qui sont allés l'accueillir à l'aéroport. Et ça dit tout. Kadia parlait de tolérance. Merci beaucoup. Voilà, c'est un peu le mot de la fin, une richesse inscrite dans le multiculturalisme. Et c'est bien le reflet de ce que l'on veut donner ce soir à travers cette soirée. Il me reste à remercier Kadia, Carlo, Ousmane, Marcel, nos sœurs Teriba, James, merci à eux. Merci de les applaudir pour leurs interventions. Merci. Voilà. Et je vous invite à suivre nos chorégraphes qui vont vous emmener dans une déambulation vers le théâtre de Verdure pour la suite de cette soirée que je souhaite riche, belle et pleine de promesses. Merci à tous. Merci. Je voulais juste rajouter quelque chose pour vous dire ce soir. Le vaudou, c'est la fraternité, c'est l'amour et le partage. Voilà ce message que j'ai pour vous.